Alors, la dernière fois, nous avions examiné la question du sentiment d'admiration que nous pouvons éprouver face à la beauté de la nature. Nous l'avions examiné à travers deux hypothèses. Premièrement, l'hypothèse d'Oscar Wilde qui énonçait que finalement la beauté naturelle était une création artificielle, que nous percevions la beauté du monde naturel à travers le regard d'artistes qui l'avaient façonné, et que ce que nous percevions comme des réalités naturelles était vu à travers le filtre d'œuvres d'art. Wilde prenait l'exemple du brouillard londonien qui aurait été l'invention de l'impressionnisme, et non en fait un phénomène naturel qui aurait existé depuis des années. Autrement dit, nous voyons la nature parce que nous sommes éduqués dans notre regard par des artistes. Or, ce qu'on avait remarqué, c'est que ces artistes eux-mêmes, leur génie se définit par leur capacité à capter dans leur œuvre, à saisir dans leur œuvre le génie de la nature. Ce qui fait le génie d'un artiste, c'est le génie de la nature qu'il imite. Et donc, contrairement à ce que Wilde pouvait dire, j'arrive tout de suite, contrairement à ce que Wilde pouvait dire, qu'est-ce qui se passe? Ok, je finis simplement cette phrase. Contrairement à ce que Wilde pouvait dire, ce n'est pas la nature qui imite l'art, mais c'est bien l'art qui imite la nature. Dites-moi. Ouais. Oui, tout à fait. C'est une hypothèse qui n'est pas absurde, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que notre regard est façonné, pas seulement par l'art, si vous voulez, mais par les connaissances scientifiques, les opinions scientifiques. Il est certain que lorsque les contemporains d'Homère regardent le ciel, ils ne voient pas le même ciel que celui que nous regardons, que nous voyons. Il est certain que quand je sais pas moi, des tribus gauloises regardent la foudre tomber, ils ne voient pas le même phénomène que depuis Tesla. C'est certain. Et il est certain aussi que notre regard est façonné par l'esthétique d'une époque. Il y a un truc qui est frappant, c'est, il me semble que c'est Rousseau. Rousseau est absolument effrayé par les Alpes. Il trouve ça moche, les montagnes, les pics, les sommets. Il trouve ça agressif, il trouve ça laid. Aujourd'hui, si vous voulez, notre regard a été façonné par d'autres œuvres, par les Jeux Olympiques d'hiver, enfin par plein de phénomènes culturels qui font que nous ne trouvons pas laid la montagne, bien au contraire. Le romantisme est passé par là, l'alpinisme est passé par là, etc., etc. Et ben là, je vais vous demander d'allumer la lumière, s'il vous plaît. Et ouais. Oui, absolument. Ouais, allez, on fait marcher le lobby du nucléaire ici. Merci. Alors, Kant va affirmer que la nature se caractérise par ce qu'il appelle par excellence la beauté libre. La beauté libre, c'est cette forme qui va plaire, mais sans qu'un concept soit rattaché à cette forme. Autrement dit, lorsque nous contemplons la nature, lorsque nous contemplons la beauté de la nature, nous ressentons du plaisir, et ce plaisir n'est subordonné à aucune connaissance préalable. Je n'ai pas besoin de savoir où sont les organes reproducteurs de la fleur pour savoir que la fleur est belle. Je n'ai pas besoin de connaître l'anatomie, je ne sais pas moi, du léopard pour juger que le léopard qui court
Pour bouffer la gazelle, c'est beau. Beau et terrible à la fois, comme dirait l'autre. J'ai pas besoin, d'une certaine manière, de faire de la science pour être ému par la beauté de la nature. Il n'en va pas de même pour un autre type de beauté que Kant appelle la beauté adhérente et qui, elle, va correspondre à des normes. Euh, Typiquement, si la beauté de l'être humain était libre et non adhérente, alors ça posait un certain nombre de problèmes. En fait, la beauté libre pour un corps humain, pour un visage, c'est une laideur monstrueuse. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'une forme qu'on n'aurait pas pu imaginer et qui va flatter nos sens, pour un visage humain, pour un corps humain, bah, ça n'existe pas tout simplement. Alors, ce que va dire Kant, c'est qu'il y a une analogie entre le plaisir esthétique, une analogie, c'est une comparaison, une égalité même entre des rapports. Vous faites des maths, A sur B égale C sur D, c'est une analogie. C'est même le modèle mathématique de l'analogie. C'est une égalité de proportion. Théorème de Thalès. C'est ça une analogie. Une analogie, ça consiste à dire que la structure de quelque chose est identique à la structure d'autre chose, même si leurs éléments sont différents. Exemple célèbre d'analogie, la tête, par exemple, est au corps ce que le roi est au peuple. C'est une analogie politique fameuse, si vous voulez, qui consiste à dire que la tête dirige et le corps agit. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on va concevoir la monarchie et l'autorité monarchique pendant des siècles. Alors, ici, ce que va dire Kant, c'est que de la même manière que j'éprouve de la satisfaction à faire le bien, en espérant et pas en attendant, en espérant qu'un jour mes bonnes actions me rendront heureux, de la même manière, j'éprouve de la satisfaction, à contempler la beauté de la nature, mais cette satisfaction n'est pas intéressée. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à un appétit de possession, de domination. Cet intérêt désintéressé, dans la morale, comme peut-être dans l'esthétique, on peut appeler ça le respect. On peut effectivement parler de respect de la nature. La question est maintenant de savoir si la nature peut être un sujet moral. Donc grand 3, pouvons-nous respecter la nature comme une personne, en tant que personne? La nature est-elle une personne?
Ouais, pardon. De- Quand vous regardez quelque chose de beau, vous n'éprouvez pas forcément le désir de le posséder. Et c'est particulièrement vrai pour la beauté libre qui s'exprime dans la nature, que nous pouvons contempler dans la nature. Et en fait, c'est une forme d'intérêt, c'est-à-dire que nous voulons que cela existe, nous voulons que la beauté existe, mais nous ne sommes pas intéressés au sens particulier du terme, nous ne sommes pas intéressés à la possession de la nature lorsque nous jugeons que la nature est belle. Nous voulons au contraire la préserver et non la posséder. Ce sentiment-là, c'est ce qu'on peut appeler le respect. Parce que c'est exactement, d'une certaine manière, un sentiment analogue, c'est pas le même, hein, que le respect moral. C'est une forme de respect esthétique. Je sais pas, moi, quand je vais pas prendre un exemple qui est naturel, mais quand je vais en Égypte, par exemple, alors c'était le bon temps, hein, voir des temples, je dis c'est beau, mais je me dis pas, tiens, je m'installerai bien là pour faire une teuf ou je sais pas, faire un loft en haut du temple d'Abu Simbel, pourquoi pas, je transformerai bien ça en casino. Ça, c'est Donald Trump qui pense comme ça. Moi, je dis c'est beau, il faut le préserver. C'est du respect. Alors, grand 3, donc, peut-on traiter la nature comme une personne? La nature est-elle une personne morale? La thèse que nous allons défendre est 9. La nature n'est pas une personne. Et le respect que nous devons à la nature n'est pas d'ordre moral. Il est d'ordre esthétique. Alors, nous allons commencer par la mise en garde de Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche, dans le Gai Savoir. Mise en garde qui vise à assimiler la nature, assimiler le monde, dit-il, à un être vivant. Mise en garde. Gardons-nous de penser que le monde serait un être vivant. Vers où devrait-il prendre de l'extension? De quoi devrait-il se nourrir? Comment pourrait-il croître et se multiplier? Nous savons d'ailleurs à peu près ce qu'est l'organique et ce que nous percevons d'infiniment dérivé, de tardif, de rare, de fortuit sur la croûte de la Terre, donc nous irions jusqu'à l'interpréter en tant que l'essentiel, l'universel, l'éternel, comme le font ceux qui nomment le tout un organisme. Voilà qui me dégoûte. Gardons-nous de prime abord de croire que le tout serait une mécanique. Il n'est certainement pas construit dans le sens d'un but. Et nous faisons beaucoup trop d'honneur à lui donner le nom de mécanique. Gardons-nous de présupposer absolument et en tout lieu imaginable quelque chose d'une forme, aussi accomplie que les mouvements cycliques des astres voisins de nous. Rien qu'un regard vers la Voie lactée nous en fait douter, qui suggère des mouvements beaucoup plus grossiers et contradictoires, ainsi que des astres précipités dans une chute éternellement rectiligne, et d'autres choses analogues. L'ordre astral dans lequel nous vivons est une exception. Cet ordre et la durée relative qu'il détermine ont de rechef rendu possible l'exception des exceptions, la formation de l'organique. Comment oserions-nous blâmer ou louer le tout? Gardons-nous de lui reprocher un manque de cœur ou de la déraison ou leur contraire. Il n'est ni parfait, ni beau,
ni noble, et ne veut devenir rien de tel. Il n'aspire nullement à imiter l'homme. Il n'est pas du tout atteint par aucun de nos jugements esthétiques ou moraux. Il n'a pas davantage d'instinct de conservation et absolument pas d'impulsion. Il ne connaît pas de loi. Gardons-nous de déclarer qu'il y a des lois dans la nature. Il n'y a que des nécessités. Là, nul ne commande, nul n'obéit, nul ne transgresse. Dès lors que vous savez qu'il n'y a point de but, vous savez aussi qu'il n'y a pas de hasard. Car ce n'est qu'au regard du monde des buts que le mot hasard a un sens. Alors, que nous dit Nietzsche? Nietzsche nous dit qu'une vision exacte de l'univers nous commande de ne pas traiter la nature comme une personne. Première erreur, nous assimilons la nature au vivant, et en particulier au vivant organique, c'est-à-dire l'animal, les petites bébêtes, quoi, les baleines et les ours polaires. Truc mignon, surtout. Or, le vivant est une exception qui confirme la règle, et la règle, c'est que dans l'univers, tout ou presque est mort. En tout cas, est non vivant, et inerte. Dans l'univers, le vivant est une exception. La règle, c'est l'absence de vie. De ce qu'on peut savoir, la Terre est à des millions de kilomètres la seule planète qui soit habitable par une vie organique. Deuxième erreur, faire de la nature une horloge, une mécanique. Comme s'il y avait une intention dans l'univers. En bon français, aujourd'hui, on dit an intelligent design, un dessin intelligent, dessin EIN. Ce que la science nous apprend, les lois fondamentales de l'univers, les constantes physiques de l'univers, sont sans but, sont sans finalité. La nature est un monde sans foi ni loi. Sans foi parce que, comme dirait Nietzsche, Dieu est mort. On n'a aucune raison de supposer qu'il y ait une finalité à l'univers, un but à l'univers. Et sans loi parce qu'il n'y a pas d'obéissance, puisqu'il n'y a que des nécessités dans la nature. Enfin,
Troisième et dernière erreur. Nous n'avons pas à traiter la nature comme une personne parce que nous ne pouvons ni la louer, ni la blâmer. La nature est indifférente. Elle est aveugle. Autrement dit, dans ces conditions, un respect moral pour quelque chose qui n'est ni vivant, ni n'obéit à des lois, ou n'en donne d'ailleurs, ni est une personne, un respect moral pour une entité telle que la nature est impossible. Sur la base de ces trois critères. Non vivant, non régi par des lois, n'est pas une personne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, on reste chez les Allemands. Bible, avec Heidegger, décidément. Jonas a été l'élève d'Heidegger, d'ailleurs. Heidegger, c'est le premier texte, je crois, que je vous ai mis dans le corpus. Texte de Hans Jonas, le principe responsabilité, c'est, on va dire, la synthèse, la Bible, de la philosophie écolo. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est le texte qui va inventer le truc qu'on est obligé de bouffer matin, midi et soir, à savoir le principe de précaution. Okay. En sciences et en politique, manifestement. Alors, c'est un texte que j'ai coupé en deux, le début et la fin. Donc, un texte qui est le premier texte, le premier extrait est tiré des 20 premières pages. Le dernier texte est tiré des 2 ou 3 dernières pages. C'est de l'allemand heideggerien, c'est-à-dire que c'est quand même... c'est entre la poésie lyrique, si vous voulez, et la philosophie. Mais c'est pas une poésie à laquelle je suis très très sensible, je dois vous dire. Qu'on considère par exemple comme première modification majeure survenue à l'image héritée, la vulnérabilité critique de la nature par l'intervention technique de l'homme. Une vulnérabilité qui n'avait jamais été pressentie avant qu'elle ne soit manifestée à travers les dommages déjà causés. Cette découverte, dont le choc conduisait au concept et au début d'une science de l'environnement, entre parenthèses écologie, modifiait toute la représentation de nous-mêmes en tant que facteur causal dans le système plus vaste des choses. Par les effets, elle fait apparaître au grand jour que non seulement la nature de l'agir humain s'est modifiée de facto et qu'un objet d'un type entièrement nouveau, rien de moins que la biosphère entière de la planète, s'est ajouté à ce pourquoi nous devons être responsables parce que nous avons pouvoir sur lui. Et un objet de quelle taille bouleversante, en comparaison duquel tous les objets antérieurs de l'agir humain ressemblent à des nains. La nature, en tant qu'objet de la responsabilité humaine, est certainement une nouveauté à laquelle la théorie éthique doit réfléchir. Quel type d'obligation s'y manifeste? Est-ce plus qu'un intérêt utilitaire? Est-ce simplement la prudence qui recommande de ne pas tuer la poule aux œufs d'or
ou de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Mais le on qui s'y est assis et qui tombe peut-être dans l'abîme sans fond, qui est-ce? Et quel est mon intérêt à ce qu'il soit assis ou qu'il tombe? Pour autant que l'ultime pôle de référence qui fait de l'intérêt pour la conservation de la nature un intérêt moral est le destin de l'homme, en tant qu'il dépend de l'état de nature, l'orientation anthropocentrique de l'éthique classique est encore conservée ici. Mais même dans ce cas, la différence est grande. La clôture de la proximité et de la simultanéité a disparu, emportée par l'extension spatiale et la longueur temporelle des séries causales que la praxis technique met en route, même quand elles sont entreprises en vue de fins rapprochées. Son irréversibilité, alliée à son ordre de grandeur récapitulatif, introduit un autre facteur inédit dans l'équation morale, s'y ajoute son caractère cumulatif, ces effets s'additionnent de telle sorte que la situation de l'agir et de l'être ultérieur n'est plus la même que celle du premier acteur, mais qu'elle devient progressivement de plus en plus différente et de plus en plus un résultat de ce qui fut déjà fait. Toute éthique traditionnelle comptait seulement sur un comportement non cumulatif. Alors, que nous dit Jonas dans cette langue si particulière qui est le grec ancien traduit dans l'allemand, traduit dans le français? Jonas nous dit que le concept de responsabilité a connu une rupture, au fond c'est vraiment du Heidegger, a connu une rupture avec la technique moderne. De responsabilité a connu une rupture avec la technique moderne. De quoi sont responsables les hommes du monde ancien? Ils sont responsables d'eux-mêmes et de leurs actions. C'est tout. Il y a une auto-limitation du principe de responsabilité dans le monde d'avant la technique moderne. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Or, pour Jonas, ce principe de responsabilité limitée n'est plus envisageable dans le monde moderne. Pourquoi? Parce que nos actions techniques, nos interventions techniques, ont de tels effets cumulatifs qu'ils débordent largement le cadre de la responsabilité personnelle. Et s'étendent aux générations futures. Pour le dire encore plus simplement, les actions que nous prenons ou que nous ne prenons pas aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur le monde, sur notre descendance, un siècle ou 2 siècles plus tard. Et c'est vrai depuis maintenant au moins un siècle et demi, et les effets s'accumulent, si vous voulez. Les effets de la technologie moderne s'accumulent. Qui a vu ce très bon film avec Mark Ruffalo qui s'appelle Dark Waters?
Darkwaters, ça vous dit rien? C'est sur le téflon. Vous voyez ce que c'est que le téflon? Le téflon, c'est le nom qu'on va donner à une molécule qui a été inventée par je ne sais plus quel laboratoire, qui a servi à faire euh, on va dire le revêtement des tanks américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Protection anti-inflammable, dureté extraordinaire. Quand ça pète, ça fait des éclats qui sont nets et pas mille et un éclats, ce qui est utile quand on se fait tirer dessus. Bref, le téflon, c'est l'isolant qui a cet avantage sur l'amiante qu'il est extrêmement solide, extraordinairement solide. Et surtout, il est imperméable. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau sur du téflon, ça ruisselle. Quelle est l'application numéro 1 qu'on va faire du téflon après la Seconde Guerre mondiale? On va mettre ça dans les poêles à frire. Okay, c'est le revêtement, si vous voulez, noir, que vous voyez normalement plus maintenant sur les poêles. Or, qu'est-ce qu'on constate? Pourquoi est-ce que c'est aussi solide le téflon? Le téflon est extraordinairement solide parce que c'est littéralement indestructible. C'est une molécule qui est extraordinairement dure à détruire. Le problème, c'est que quand vous rayez avec un couteau le fond de votre poêle, il y a du téflon qui va se greffer à la viande que vous allez assimiler, vous allez bouffer du téflon. Vous allez bouffer une molécule qui n'est pas destructible par votre organisme. Vous allez intégrer cette molécule à votre organisme et vous allez mourir dans la joie et la bonne humeur d'un cancer quelques années plus tard. Okay. Et des morts du téflon, si vous voulez, c'est un scandale qui émerge dans les années 80-90 et qui fait qu'aujourd'hui, normalement, il n'y a plus de poils en téflon. Normalement. C'est un scandale qui va être énorme parce qu'une molécule qui a été créée dans les années 50, si vous voulez, elle n'est toujours pas dégradée dans les années 2000. À moins de l'incinérer, si vous voulez. Donc, c'est exactement ce que veut dire Jonas. C'est-à-dire qu'une mesure une mesure technique qui est prise pour protéger les tanks américains va se retrouver dans nos poils, va se retrouver dans nos estomacs et va se retrouver dans nos métastases. Très rapidement. Très rapidement. En l'espace de 3 générations, en fait, on voit à quel point, et c'est indestructible si vous voulez, c'est un petit peu comme un déchet nucléaire, vous pouvez l'enfouir, mais même si apparemment les nouveaux réacteurs sont capables de cramer les déchets qu'ils produisent, vous avez quand même ce problème-là à régler. Les actes que vous prenez au bout de 40 ans, 50 ans parfois, reviennent vous hanter. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut étendre le principe de responsabilité qui n'est plus fondé sur l'autorité de nos actes, c'est-à-dire le fait que nous sommes auteurs de nos actes. On va en parler de l'autorité. Mais qui est fondé sur le pouvoir de destruction que nous avons sur la nature. Et Jonas va utiliser cette analogie, je pense que tout le monde a compris ce que c'était maintenant, il va l'utiliser de manière récurrente dans le principe de responsabilité. Il va dire nous sommes responsables de la nature comme nous sommes responsables d'un enfant. Pourquoi sommes-nous responsables d'un enfant? C'est pas nous, un enfant. Donc on pourrait se dire nous sommes responsables que de nos actes, principe d'auto-limitation de la responsabilité. Pourquoi serions-nous responsables d'un enfant? Nous sommes responsables d'un enfant parce que c'est une personne vulnérable. Et parce que nous pouvons nuire à cet enfant par nos actions. Notre responsabilité à l'égard d'un enfant ne découle pas
de notre autorité, c'est-à-dire du fait que nous sommes auteurs de nos actes. Elle ne découle pas de son autorité à lui, elle découle de la vulnérabilité de l'enfant. Bah, c'est pareil pour la nature. La nature n'est pas une personne. Elle n'agit pas, si vous voulez. Mais parce que nous pouvons nuire à une nature dont la vulnérabilité nous apparaît de plus en plus clairement, nous sommes responsables de la nature. Est-ce que ça va? Enfin, pas dans la vie, hein, là, pour le cours. Ça va? Ok. Je réfléchis à ce que je pourrais vous donner en explication de texte pour, euh, pour le bac blanc, là. Non, je pense pas. Principe de liberté pédagogique du prof de philo, il fait ce qu'il veut. Donc il peut prendre le programme par n'importe quel bout, commencer par l'État, la politique, la vérité. Ce qui fait que, bon, normalement, à mi-parcours, et même un peu plus de mi-parcours, on est censé se croiser, si vous voulez, on a au moins une notion en commun, mais on n'aura pas forcément toutes les notions en commun. Moi, de toutes les manières, je considère que vous pouvez, premièrement, expliquer un texte que vous n'avez jamais lu, c'est le principe du bac quand même, en philo, et surtout, vous pouvez expliquer un texte sur lequel vous n'avez jamais eu cours, un auteur sur lequel vous n'avez jamais eu cours, une notion sur laquelle vous n'avez jamais eu cours. Le principe de l'explication de texte, c'est d'expliquer le texte que vous avez à lire. Donc, ne pas avoir de connaissances préalables, c'est pas forcément un désavantage, en tout cas pas en terminale. Après, plus on en connaît sur l'auteur, plus on en connaît sur la notion, c'est sûr que ça peut aider. Bon, je sais pas ce que je. Un petit truc sur l'art, par exemple, ça serait pas mal. Hein. Qu'est-ce que l'art? Ah bah oui! Ben voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. On va pas faire Hannah Arendt tout de suite, hein. On va commencer là, tout à l'heure un cours sur l'art que j'ai pas fait depuis longtemps. Mais bon, il faut se lancer des défis de temps en temps. Chapitre, je sais plus combien. Je sais plus. Quelqu'un? Quelqu'un? Chapitre combien? Bon, bande de zouaves. Quelqu'un a un cahier de philo, par exemple? Ça peut aider. Oui. Euh, Normalement, chut, on se tait. Je vous revois une semaine avant le DS. Donc on a encore un peu le temps de faire de la méthode dans 15 jours. Ça sera pas mal. Je pense que je vais faire ça aussi calmement avec mes autres terminales. Euh, bon, on n'a pas le temps de commencer un nouveau chapitre, on fera ça tout à l'heure. Attendez. Recommandation de méthode de révision. Si révision il y a. Faites ce que vous voulez. Vous êtes grand. Vous êtes responsable. Dans les deux sens du terme, vous êtes responsable de vos actions et vous êtes responsable de votre note au baccalauréat, comme si votre note au baccalauréat était un enfant particulièrement vulnérable, auquel vous pouvez faire beaucoup de mal. Euh, alors, relisez le cours et faites un index des notions. Un index des notions, c'est vous relisez le cours, ok, et vous vous dites, tiens,
Dans le cours sur la liberté, on a aussi parlé de la conscience. On a aussi parlé de l'état. On a aussi parlé de telle ou telle notion, si vous voulez. Quand je fais un cours sur une notion, parfois je traite d'autres notions. Ce que vous pouvez faire, c'est numéroter les pages de votre cahier et dire, ok, dans le cours sur la liberté, on a évidemment vu la liberté des pages temps à temps, on a vu aussi la notion d'état, on a vu la notion de conscience, on a vu la notion de réel, etc., etc. Faites un index des notions, ça sera déjà pas mal. Bon instrument de révision, c'est mieux que les fiches.